Salut tout le monde. Voilà le troisième épisode du Peintre de l'hôpital, j'espère qu'il vous plaira. L'étau se resserre peu à peu sur Krakos et Lodin, et qui sait ce qui va leur arriver. Le réveil strident marquait la fin d'une courte nuit agitée. Krakos reprit mécaniquement ses habitudes. Le thé, la douche, les dents, et on saute dans un bleu de travail tacheté par les nombreuses batailles. Son intuition fut tout à fait pertinente. Son chef de chantier lui avait gardé une grande façade à repeindre en jaune. La préparation de ces mélanges, la pose de la sous-couche et son séchage prirent au moins 5 à 6 heures, et la journée était déjà largement entamée lorsqu'il commença véritablement à poser ce jaune criard. Sans surprise, ce soir-là, il finit bien après l'heure dont il était question il y a des années de cela dans son contrat. Que voulez-vous? Le travail fonctionnait ainsi. Les horaires n'étaient qu'un chiffre sans valeur. Il fallait finir ses tâches pour pouvoir s'en aller. C'est comme ça sur les chantiers et dans bien d'autres métiers. La nuit était déjà tombée lorsqu'il jeta enfin son tablier et se précipita, encore tout en peinturluré, en direction du centre hospitalier Carme. Essoufflé, exténué par sa course et sa journée, il se présenta devant le guichetier qui, dans cet état, ne l'avait pas immédiatement reconnu. « Je regrette, monsieur Göring, mais les heures de visite sont dépassées depuis un moment. Tentez de repasser demain matin, lui déclara-t-il. D'abord dépité, Krakos le supplia, puis il se rendit à l'évidence. Il n'allait pas pouvoir rendre visite à sa fille ce soir. Il repartit la queue entre les jambes, laissant sur son chemin sa colère se mêler à sa tristesse. Oh, il n'en voulait pas à l'hôpital, et dans un sens il comprenait parfaitement les précautions que prenait ce centre pour éviter les problèmes. Non, sa rage se dressait contre son chantier. S'il avait eu de l'aide, si son chef avait été raisonnable, s'il avait eu de vrais horaires, comme dans un vrai métier, s'il n'était pas piégé par cette illusion qu'ils appelaient conscience professionnelle, alors peut-être aurait-il pu voir celle qui l'attendait. Il rentra directement et alla se coucher. L'appétit lui manquait depuis l'hospitalisation de Lodin. Tant pis, se disait-il. Au moins cela fera plus de temps pour le sommeil. Il s'allongea et regarda sa chambre, vide, sur les murs de laquelle traînaient quelques photos de sa petite famille, ainsi que de nombreux tableaux inachevés qu'il n'était pas prêt de finir. La solitude l'étreignait, et pire encore, il imaginait enlacer sa fille. Cette vision d'horreur le torturait, et son sommeil fut au moins autant perturbé que la veille. Il arriva en avance sur le chantier et se mit immédiatement au boulot. Bien sûr, il avait de nouveau une tâche herculéenne à accomplir, plus grande encore que le jour précédent. Car, si tu arrives plus tôt, tu peux faire plus de choses, c'est mathématique. Dès l'après-midi, le peintre comprit qu'il n'y arriverait pas. Il lui était impossible pour lui de finir ce bâtiment aujourd'hui, et cherchait en vain une solution à cette situation. Pouvait-il mettre en péril son labeur au profit de son bien-être? La question l'écartelait. Son cœur lui criait d'arrêter son travail, son esprit l'encourageait à continuer. Il avait toujours rejeté l'idée du travail mal fait, et pourtant, il l'envisageait comme un compromis. Devait-il convaincre son cœur, ou persuader son esprit? Finalement, il écouta ses émotions et se fit violence. Bâcler, c'est un mot un peu fort, se répétait-il intérieurement. Il se contenta de promener son rouleau là où le jaune canari n'avait pas encore émergé. Si je fais ça, se disait-il, c'est pour la bonne cause. Et puis s'il voulait que ce soit bien fait, il me donnerait plus de temps. Et puis la peinture, ça se rajoute. Et puis, pourquoi cette façade jaune? C'est ridicule. Et puis, ces excuses, qu'il se remémorait en boucle, bancales pour la plupart, résonnaient dans sa tête jusqu'à ce que cette petite voix, d'abord vigoureuse, s'éteignît après cette cacophonie. Sa manœuvre lui permit tout de même de s'échapper à 17 heures tapantes, droit vers l'hôpital. Il venait de miser au jeu du sort un devoir contre un autre. Mais à quel prix? Il arriva au guichet et se précipita immédiatement vers la chambre de Lodin, tout recouvert de peinture et de sueur. Il se confondit en excuses et lui expliqua ses mésaventures. Elle s'était certes sentie seule, mais avait acquis la maturité nécessaire pour comprendre que le travail était une obligation pour son père. L'hôpital, à défaut de tous les sauver, rend les enfants bien plus conscients des affres de la vie d'adulte. De plus, elle n'était pas vraiment seule, lui avait-elle dit. Nara et Elaz étaient à ses côtés. Les Ossuis étaient même venus les voir. Il s'était d'ailleurs étonné de ne pas retrouver le peintre de l'hôpital, comme il l'avait renommé affectueusement. Ces mots le rassurèrent, mais pas son regard. Et il constatait avec effroi la détérioration de son état. Sa peau semblait imprégnée d'un jaune biliaire. D'abord, il douta de sa vue. Passer toute la journée à observer la même couleur, encore et encore, parasite la perception. Pourtant, il avait beau se frotter les yeux, cette inquiétante teinte ne s'estompait plus, gravée dans sa rétine aussi profondément que sur le corps de Lodin. Devait-il y voir un signe? Il maximisa cette demi-heure en câlins, tendresse et attention, baigné dans l'odeur particulière et familière de la peinture. Puis, quand le glas fatidique sonna,
bien plus tôt qu'ils ne l'auraient tous les deux souhaité, Krakos repartit, épuisé mais heureux d'avoir pu voir sa muse. Désormais, une idée taraudait son esprit sur le chemin du retour. Comment allait se dérouler le lendemain? Son souffle saccadé par ses pas lourds se fit entendre à travers toute la cage d'escalier. Assise dans l'étroite cuisine de leur appartement, sa femme nourrissait Lodine dans ses bras. Lui, accoudé à la fenêtre, regardait la mère de son enfant et songeait. Il songeait à la croissance de sa fille dans ce modeste domicile, de ce modeste quartier, de cette immense ville. Il songeait à sa femme qui désirait profiter des premiers mois de leur enfant pour établir l'étroit lien maternel. Il songeait aussi à ses nombreuses toiles de jeunesse, qui, malgré tous ses efforts et toute son âme insufflée dans chaque coup de pinceau, ne parvenaient à séduire aucune galerie, aucun mécène, aucun acheteur. « Ma muse, prononça-t-il sans trop d'assurance, je vais devoir accepter cette offre d'emploi. » D'abord surprise, elle le regarda dans les yeux. Puis elle comprit qu'il était tout à fait sérieux et répondit « Tu détestes ça, peindre pour peindre, et tu disais toi-même que cela tuerait ton art. » « Je ne vois pas d'autre solution, ajouta-t-il en fuyant du regard. Et puis, mon art, il semble déjà mort aux yeux des critiques. Ne dis pas ça, tu fais de merveilleuses choses. Les autres ne le voient peut-être pas, mais je t'interdis d'en douter. » Elle se leva vers lui, tandis que la petite Lodine s'assoupissait sur sa poitrine. Il continua. « Merde !»« Krakos !» l'interrompit immédiatement. « Mince !» reprit-il. « Je ne veux pas mettre en péril notre famille. Et tant pis pour cette histoire de valeur. Ce que je veux désormais, c'est un toit et à manger pour nous trois, lui dit-il dans un ton déstabilisé par la peine. S'approchant de lui, elle lui murmura. « Écoute, je reprendrai bientôt les rênes, fais-moi confiance. Et nous nous arrangerons chacun notre tour pour veiller sur ce petit bout de chou. » Accolant son épaule à la sienne, elle conclut par « Ne t'inquiète plus. Tant que nous sommes ensemble, nous serons heureux. » Comme il pouvait s'y attendre, il n'aurait désiré cette matinée suivante pour rien au monde. Son parti pris de la veille n'avait pas convaincu son patron. Et malgré son ancienneté, ce dernier resta constamment sur son dos. Il n'avait que faire de la situation de Krakos, ni même de l'état de sa fille. Les excuses sont bonnes pour ceux qui ont quelque chose à se reprocher, Gurine. Depuis que la ville s'était lancée dans ce nouvel essor architectural, la demande avait explosé sur tous les secteurs. Construction, électricité, plomberie, tout devint capital pour bâtir plus haut et plus vite. Les quelques entreprises, déjà bien établies, avaient sauté sur ce grand gâteau et tenté toutes de le dévorer le plus vite possible. Personne ne pouvait prédire combien de temps durerait cette aubaine. Il fallait à tout prix produire le maximum. Cela faisait partie des raisons pour lesquelles M. Valnutz était constamment pressé, même pour un patron. En plus du fait qu'il se fichait éperdument de sa main-d'œuvre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs en ville. Krakos acheva finalement son labeur et celui de la veille par la même occasion, bien après le départ de ses collègues. C'était la punition qu'il avait reçue pour avoir négligé sa tâche. Sans comprendre comment, il parvint à retrouver l'entrée de son immeuble. Il ne pouvait qu'espérer le repos, encore fallait-il l'atteindre. D'abord conscient, il se perdit dans le cyclone de marche qui tournait à mesure qu'il se resserrait contre le peintre. Très vite, les parois devinrent trop étroites, même pour sa frêle carrure. Perdu dans l'œil de ce cataclysme architectural, les murs le prirent en étau. Comprimé, haletant, exténué et nauséeux, il se sentait pris au piège de ce monstre poursuivant sa rotation. Aucun souffle ne lui vint pour porter ses appels au-delà de la tornade. Il s'effondra sur le pas de sa porte d'entrée et s'échoua sur son canapé. Le lit ne perçait même pas son horizon. Son dos, ses bras, ses jambes, tout son corps courbattu le mettait au supplice. Il se recroquevilla sur les coussins et ferma les yeux. La pression l'écrasait comme une vulgaire fourmi qui n'avait même plus la force d'agiter dans la panique ses pattes. « Lodine, Lodine » murmurait-il en son fort intérieur, tandis que l'obscurité de la pièce le tirait vers le fond. Par miracle, la fin de la semaine arriva. C'était peu dire que d'affirmer qu'il était épuisé. Léthargique, blafard, aminci depuis l'hospitalisation, mal rasé et les traits tirés, tout en lui exprimait cette fatigue. Il refusait de s'occuper de lui-même et tentait avant tout de revoir sa fille. Le vendredi, il parvint à s'échapper du chantier juste à temps pour espérer retrouver ce maudit établissement. Ne pouvant que marcher, il arriva trop tard et ne put entrer dans la chambre. Toutefois, il croisa Ernorine devant la porte 115, qui lui était désormais interdite, et tous deux commencèrent à discuter. D'abord intriguée par sa présence, puis constatant à quel point il était désespéré, elle l'invita à s'asseoir dans le hall pour poursuivre leur conversation. Il raconta les difficultés qu'il rencontrait entre sa vie professionnelle et l'hôpital. La détresse sous tous ses aspects l'avait étreint, et Ernorine ne pouvait qu'observer l'appel à l'aide d'un père qui se faisait refuser l'entrée pourtant si proche vers sa fille. Elle comprenait parfaitement sa douleur.
Sa place dans son association lui avait fait côtoyer certains parents ne se donnant même pas le quart de la peine de Krakos pour leurs enfants. Bon, s'écria-t-elle en se frottant les mains. Je vais voir ce que je peux faire. Elle le saisit vigoureusement par les épaules et lui dit il faut que tu tiennes encore un peu, et pour ça, tu vas devoir te reposer. Demain, Garan viendra et s'occupera de Lodin. Assure-toi de reprendre un peu de force. Cherchant son approbation au plus profond de ses pupilles, elle conclut par on se reverra dans la semaine, ne t'inquiète pas. Krakos, qui baissait les yeux tout du long, finit par acquiescer. Il insista sur l'appareil qu'il était prêt à leur rendre. Galvanisé par ses paroles, il saisit cet élan de courage qu'elle lui avait transmis et repartit bien moins abattu qu'il ne l'était en arrivant. Ce soir-là, il fonça droit à son appartement. Ses jambes avalèrent le trajet en un rien de temps. Il prit même le temps de cuisiner convenablement et de s'allonger dans son lit. Et le sommeil ne se fit pas attendre. Le jeune peintre fit l'effort de se détendre au mieux tout au long du week-end, même si l'envie d'aller à l'hôpital le démangeait plus que tout. Il ordonna son petit salon comme l'atelier qu'il fut il y a déjà bien longtemps. Les rideaux tirés libéraient la lumière sur toute la pièce. La table et les chaises s'adossèrent au mur. Quelques bougies disparates fondaient sous la danse d'une flamèche. Au centre de ce nouvel ordre trônait sa toile, dressée sur son chevalet. Il étudia d'abord les quelques lignes qu'il avait tracées à l'époque. Un croquis de ce qu'il voulait être un portrait de famille. Lodin avait même trouvé l'idée excellente. Toutefois, ses traits ne lui convenaient plus. Il tenta de corriger ce qui ne semblait plus naturel. Une proportion non respectée ici, là une perspective incohérente, ou encore une lumière totalement absurde. Mais sa démarche ne fit qu'empirer les choses. Les surcorrections devinrent artificielles, trop géométriques et académiques. Alors il effaça l'ensemble et recommença, sans succès. Alors il recommença, sans succès. Alors il recommença, et recommença. Tiens, ça c'est intéressant. Krakos se retourna et vit sa femme à quelques pas, en chair et en os. Elle pointait du doigt la toile et reprit. C'est curieux. Sur ton portrait, je suis bien trop petite, s'écria-t-elle. Regarde, je suis à peine à ta hauteur. Le peintre, d'abord étonné, répliqua. Oui, m'amuse. Mais si j'avais respecté notre écart de taille, le sujet serait déséquilibré. Certes, certes. Et ce collier, où l'as-tu déniché? Je ne me souviens pas avoir eu une telle tenue. Se rapprochant peu à peu, Krakos répondit. C'est un vieux cadeau que je voulais t'offrir. Il tourna la tête pour fuir son regard, avant de poursuivre. Tu le porteras pour toujours désormais. C'est vrai qu'il est joli. Cette pierre illumine le centre de la pièce. Elle s'avança à sa hauteur et continua son analyse. Qu'elle est belle. Elle a tant grandi. Elle est celle que tu as le mieux peinte. Lodin portait une robe blanche sur laquelle était accroché un brin de lavande et un épi de blé. Ses cheveux, tressés bien mieux qu'il ne le savait faire, rayonnaient grâce aux quelques bougies et aux puits de lumière qu'il avait imaginés pour illuminer la pièce. Et quelle scène! Elle se tourna finalement vers son mari et le saisit délicatement par la joue pour orienter son visage dans sa direction. Lui resta totalement muet, à mi-chemin entre le conscient et l'inconscient. Regarde-toi, mon chéri. Tu as l'air si abattu. Où est le peintre glorieux qui prétend être sur cette toile? Il faut que tu tiennes. Pour nous tous. Pense à moi. Pense à Lodin. Il demeura silencieux et ferma ses yeux lentement, attendant ce dernier baiser qu'il n'avait jamais pu recevoir. Plusieurs secondes s'écoulèrent. Lorsqu'il les rouvrit, il était seul, debout au milieu de son salon, face à cette toile inachevée. Elle le fixait intensément depuis ce portrait, sans jamais détourner le regard. Il perdit soudainement toutes ses forces et sa voix vaincue. Son art lui semblait stérile. Il ramena son tableau dans sa chambre et s'effondra sur le lit, face à celle qui résistait à sa créativité. « Pourquoi n'es-tu plus là ?» La maladie est un obstacle qui doit être affronté à plusieurs et nous sommes si seuls. Mais je te promets que là où tu es, je ne pourrai laisser quelque chose lui arriver. Sois-en sûr. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, la suite sort la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi que la nouvelle est publiée sur le site L'Atelier des auteurs pour celles et ceux qui préfèrent le format PDF. À la prochaine, bye!